Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour Gérard. Bonjour madame. Vous êtes en forme? Très bien, il fait beau. Il fait beau. Cette semaine, il a fait beau. Oui, enfin un peu de pluie. Bon, il va pleuvoir, mais bon. Mais bon, on peut lire. Vous devez Ouais. vous réjouir quand il pleut, parce que du coup, les gens lisent. On lit un peu plus quand il pleut. Oui, Bon, c'est- mais il n'y a pas trop de monde dans les librairies, Non, en donc ce moment, c'est assez allez-y, compliqué. allez-y et arrêtez, achetez autre chose que le Joël Dicker et le Musso. Je veux dire, ça ne cannabis- soyez pas des moutons. Enfin, je veux dire, même si ces livres ont des qualités, il y a tellement de choses formidables. Ça cannibalise tout. Hein. Ouais, ils C'est-à-dire ont vendu que- chacun pratiquement 100 000 exemplaires la première semaine. Ouais. Donc, si vous mettez 20 € dans un livre, vous le mettrez pas dans un autre. Ouais. Et franchement, Et comme on sent que les gens ont du mal en ce moment financièrement, hein, c'est quand ils en ont pris un, en plus c'est des gros bouquins, donc ça tue pas mal de livres qui n'ont pas de pub comme ça. Donc, bah ouais, c'est vraiment dommage. alors Parce quand que... il y a beaucoup de clients, c'est pas un problème parce que ça se répartit partout, mais là on sent qu'il y a des petits éditeurs, il y a des petits livres, tout le monde ne fait que parler de ces deux bouquins et que voilà. Ouais, non, c'est un peu parce que c'est des livres que vous pourrez acheter en poche Oui, pour le coup, absolument. qui Moi, je fuiront très bien en poche. Il y a des livres qui méritent qu'on dépense 20 €. Bon, ils Mais vont pas être le contents Joe que je dise Dicker, ça. il peut attendre les poches. Quoi. Il peut attendre les poches. Alors, vous avez lu le Zoé Brisby? J'ai Ouais. adoré. Ouais. J'avais commencé l'autre jour quand on en a parlé l'autre dimanche, mais là j'ai vraiment adoré. J'ai appris, puis en plus j'ai appris plein de choses sur la conquête spatiale, tous. C'est ça qui est formidable, c'est qu'elle est très documentée. Ah hein, oui, c'est vraiment. Donc on rappelle que vous pouvez aller acheter Les Mauvaises Épouses en livre de poche, qui vient de paraître en livre de poche. Et là, elle vient de publier La double vie de Dina Miller. Je vous ai dit tout le bien que j'en pensais la semaine dernière. Et ce qui est formidable, ce que vous dites, c'est qu'elle est très documentée à chaque fois et vous apprenez plein de choses. J'ai découvert beaucoup de choses, des choses même abominables. Hein. Et puis les gens, quand on raconte une histoire et qu'on est romancière comme ça, souvent ont tendance à dire c'est léger. Mais derrière toute cette légèreté, il y a plein de questions. Hein. Est-ce qu'on a le droit de tuer quelqu'un au nom de la justice? Est-ce que ça nous répare quand on tue quelqu'un? Il y a vraiment beaucoup de choses. Puis il y a une notion d'amitié, par exemple. Moi, j'ai été. Alors, on va pas vous déflorer le livre, mais elle doit. Oui, elle doit approcher, un médecin, oui, c'est ça. Absolument abominable. C'est un ancien nazi, en fait. Ça parle de ça aussi. Ça parle des nazis qui se sont réfugiés aux États-Unis, qui ont été recrutés par les services spatiaux. Absolument. Et là, il est marié. Sa femme n'est pas du tout au courant de ça. Elle va découvrir qui est mais elle, Diana, tombe. Elle devient amie avec l'autre. Et là, c'est le truc. Est-ce que je lui dis qu'est-ce que je fais parce que cette femme, quand elle aura plus de mari, qu'est-ce qu'elle va devenir? Il y a un dilemme qui est psychologiquement. C'est hyper bien fichu. Et puis, c'est toutes les États-Unis des années 60 comme ça, avec la lutte pour la liberté pour les Noirs. Il y a plein de choses. C'est vraiment. C'est une raconte. Moi, j'adore. Elle raconte les histoires, voilà. Et puis, elle écrit bien. Elle écrit bien. C'est une raconteuse d'histoire. Elle vous emmène là où elle veut, d'ailleurs, parce que vous la suivez. Puis, c'est très visuel. Elle a une écriture très cinématographique. On pourrait faire des films ou des pourrait séries. faire un film, parce que vous imaginez très bien ces personnages. Et là, pour le coup, oui, ça vaut. Et ces personnages de femmes sont vraiment. C'est des personnages de femmes très forts, des femmes qui ont existé justement dans ces années 50, 60 et dont on n'a jamais vraiment parlé. Enfin, non. C'est voilà, La double vie de Dina Miller. Ne vous fiez pas aux apparences. Donc c'est chez Albin Michel, et puis Le Poche, pas cher, 6 €. Mauvaise épouse, là aussi vous passerez un bon moment et vous apprendrez plein de choses sur la bombe atomique. C'est peut-être le moment d'en parler. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez lu, Gérard, cette Alors, semaine? un autre livre roman. Alors, il faut que je remercie Lily Zanini, vous savez, la prestigieuse libraire de Bourg-en-Bresse. Enfin voilà, le monument de Bourg-en-Bresse. Hein. La librairie du théâtre. Enfin, je sais plus, c'est le poulet, non, c'est la volaille de Bresse. Et sans comparaison, Lily Zanini, c'est vraiment deux références de Bourg-en-Bresse et de la région. Et là, elle m'a conseillé de lire Les Cols Rouges. C'est de Catherine Charrier, c'est chez Calman Lévy. J'ai adoré. Alors franchement, c'est pareil, hein, c'est une grande saga. Vous êtes au 19e siècle, dans un village de Savoie. Alors déjà, vous découvrez la dureté de ces gens qui vivaient en Savoie avec le froid et tout. Et puis, vous avez une jeune femme qui va rencontrer un jeune homme. Et lui, on lui propose une place de commissionnaire à Drouot. Alors, les commissionnaires, ça durait pendant 150 ans, étaient captés
par les Savoyards. C'était uniquement en Savoie. Il se cooptait, c'était les Savoyards. Et il va monter d'abord, et là, il va réussir. Enfin, voilà, il est dans son élément. En plus, il est dynamique, intelligent, pas feignant. Mais sa femme, il reste au village. Puis, à un moment, il lui dit, monte maintenant. Et là, va se passer une chose abominable. Donc, je vous laisse découvrir ça dans Et c'est le début d'un roman qui va vous faire découvrir, tout ce monde de Drouot, des commissaires-priseurs. Ce sont ceux qui transportent les objets. Absolument, parce que moi, je connaissais pas ça. Et qu'il y avait un col rouge, d'ailleurs. Voilà, c'est comme ça qu'on les reconnaissait. Donc, à la fois, il y a l'histoire de cette famille. Il y a Drouot, univers où justement, on va vous parler de ses œuvres d'art, on va découvrir ce métier, les acheteurs. Il y a plein de choses. C'est passionnant. Moi, je suis ravie que vous en parliez parce que je voulais en parler aussi. Et puis, il y a forcément des petites choses, des trafics. Et puis en 2009, tout s'est arrêté. Voilà, il y a un vol d'un tableau de Courbet. Et là, tout le système va s'effondrer. Mais c'était en plus, ce système était à la base limite communiste, socialiste, parce qu'en fait, ils se cooptent entre eux. Ils n'ont pas de nom, ils ont des numéros. Il y a le 56 Absolument. Et tout. Et ils ne peuvent rentrer dans cette association, si on peut dire, que quand il y en a un qui meurt ou qui part à la retraite. C'est vraiment... Et alors, c'est un grand roman d'aventure. C'est une fresque passionnante. Et personne n'en parle. Et franchement, si vous aimez les objets, alors qu'il y a plein de gens qui aiment chiner et qui ne connaissent de Drouot que surtout sur cette histoire de Drouot, qui est une histoire vraie. Et moi, je connaissais que je connaissais les commissaires-priseurs, mais je ne savais pas que ça existait, les commissionnaires. Je pensais que, c'était des gens... jusqu'en 2009, effectivement, et c'est toute l'histoire, la saga, donc il y a l'histoire de la famille, les coulisses de Drouot, l'arrivée à Paris, la découverte de l'art, de ces objets, de ce incroyable. milieu. Berthe est un personnage absolument magnifique. Incroyable. Franchement, allez-y, vous allez passer un bon moment. En plus, j'aime bien, c'est bien épais, c'est bien écrit, il raconte bien dans son histoire. Et puis, on apprend, maintenant, je ne reverrai plus les Drouot de la même manière. C'est tant que ça m'a... Vraiment, c'est encore une fois, on parlait de livres qui peuvent attendre les poches. Là, vous achetez ça, au contraire, allez-y. Vous allez pour votre argent. Absolument. Souvent, il y a des gros livres. C'est pas ce que j'appelle, parce que a priori, ça n'existe pas encore. Pourtant, quand on lit certains livres, c'est livres ChatGPT, c'est-à-dire où vous avez l'impression que tout est très formaté, très propre, c'est bien fait. Là, il y a de la vie, il y a de l'amour, il y a du suspense, il y a de la souffrance, il y a de l'amour, il y a des sentiments, il y a des vrais personnages. Il y a des personnages qui sont incarnés. Et puis les gens, ils sont pas blancs et noirs. Il y a des zones d'ombre, il y a plein de choses. Franchement. Donc l'auteur s'appelle Catherine Charrier, CHA2RIER, et c'est chez Calman Lévy. Ça s'appelle Col rouge. Et on vous le conseille. C'est un des meilleurs livres de détente de ce début d'année. Franchement, ça a été... Merci Lydie Zanini, parce que franchement, je ne l'aurais pas lu. Donc, je ne l'avais pas vu. Donc, moi, on me l'avait recommandé aussi. Parfois, il y a des choses comme ça qui... je parlais des livres ChatGPT. C'est un écrivain qui n'est pas forcément connu et qui a un petit handicap peut-être, parce que c'est le fils de son père, Jonathan Werber. Il écrit très bien, et là, il vient d'écrire La meilleure écrivaine du monde. Alors, j'ai lu ce livre parce que ça m'intéressait justement, parce que je trouve quand même qu'il y a parfois, encore une fois, des livres qui semblent ne pas être dénués d'émotion, on va dire, et c'est exactement le sujet de son livre. C'est, il est parti de cette idée, et si c'était un programme d'intelligence artificielle qui écrivait un roman, alors ça va, le roman s'écrit, sauf que l'intelligence artificielle n'a pas de, d'émotion. Donc l'amour, la passion, etc. Donc cette intelligence artificielle va vouloir rencontrer des gens qui lui racontent ce qu'est un personnage, ce qu'est une personne. C'est hyper bien fait, ça montre, c'est un peu angoissant parce que ça montre les limites de cette intelligence artificielle, et ça fait un super roman. Ça s'appelle donc La meilleure écrivaine du monde, c'est Jonathan Werber et c'est chez Robert Laffont. Et alors, je vais vous... Elle a un petit livre de poche, Nico Taquian, La lisière, en livre de poche, et un polar. On avait adoré, j'avais adoré ce bouquin. On est en Bretagne, dans la forêt de Brocéliande, toute une famille, le père, la mère et le garçon, le petit garçon. Ils partent en voyage et ils tombent en panne. Le père, alors tout le monde sort et tout, il répare sa voiture à peu près, et là il se retourne, il n'y a plus personne. Et là va commencer une aventure. Alors, je suis pas très magique, le côté. Et là, c'est absolument fascinant. Vous savez, il y a des puits. Est-ce qu'ils ont disparu? Est-ce qu'ils ont été? Moi, j'ai été complètement fasciné, captivé. Puis alors, c'est les rebondissements.
faut dire qu'il est surdoué. Hein, Et puis en plus, il n'écrit pas toujours le même bouquin, ce qui est quand même dans les polars, ce qui n'est pas toujours le cas. Souvent, ils sont très évident. Et lui, alors vraiment, je suis tombé sous le charme de ce bouquin avec, voilà, ça rôde la peur. Vous savez, savez pas si c'est vraiment quelqu'un, si il n'y a pas une bête. J'ai adoré. Alors, en plus, ça s'appelle, redites le titre. Ça s'appelle Nico Taquian, La Lisière, et c'est en pocket. Bon. Voilà. Et puis, encore un polar. Un petit polar, qu'est-ce que j'ai? Ah bah non, ils viennent de reparaître, oui, en poche, des petits Kapoor qui s'appelle Age of Vice, qui est en format de poche, hein, et qui vous retrouvez replongé dans l'Inde avec. Mais alors, c'est un monument, hein, ça va dans tous les sens, c'est d'une force incroyable, c'est la corruption, la violence, les gangs, la mafia, un gars qui se retrouve, un petit jeune qui se retrouve confronté là-dedans, c'est avec le fils du chef mafieux. C'est vraiment, voilà, c'est l'Inde. Vous sentez les odeurs, vous sentez la souffrance, vous sentez la violence, vous sentez la corruption, l'argent, et puis en même temps c'est l'Inde de toujours, l'Inde telle qu'elle allez-y, c'est un monument, hein. Ça s'appelle Age of Vice, je sais pas pourquoi ils ont gardé le nom en anglais, ça m'a énervé ça, de Dipti Kapoor, et c'est en pocket. Très bien, on va marquer une pause et puis on se retrouve dans un instant avec vous pour d'autres livres. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Alors Gérard, d'autres livres? Alors ça, c'est une merveille. Hein. J'ai tendance à le lire, mais ça, c'est beau comme la couverture. C'est Hélène Jacobet, Le Lotus jaune, c'est chez Héloïse d'Ormesson. Et c'est une histoire vraie, hein. C'est un roman qui est tiré d'une histoire vraie. Alors c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Lin He, H-E-I. Elle naît en 1870 en Chine. Elle est fille de batelier, pas très riche. Et elle va se retrouver acrobate à 8 ans parce qu'elle adore le cirque. Mais pour elle, voilà, mais elle va se rendre compte qu'en fin de compte, c'est pas ses acrobaties que les gens regardent, c'est son corps. Et donc, elle va refuser ça. Elle va prendre son destin en main. Elle fuit. Hein. Alors, elle va faire plein de métiers. Elle va devenir guérisseuse, courtisane. Et elle va fonder... Alors, il y a un moment, il y a une famine absolument abominable qui en Chine à cette époque, et elle va créer une maison pour les femmes abandonnées qui s'appelle le Lotus jaune. Alors l'époque, hein, c'est abandonnées, c'est-à-dire elles sont qui se retrouvent seules. Oui, c'est ça. Et puis il y a la famine et c'est une époque absolument incroyable parce qu'il y a cette impératrice que j'adore, qui est immonde, qui est cruelle et c'est Cixi. C'est la dernière impératrice de Chine. Et c'est aussi l'époque il y a eu 2 guerres de l'opium, c'est-à-dire, vous savez, les Occidentaux qui vendent de l'opium aux Chinois, qui vont être... voilà. Et il y a la révolte, alors qu'on va appeler, vous savez, les boxers. Ouais. C'est ces révoltes des paysans et qu'on a assez de l'Occident, qu'on a assez de, de tout ce qui est nouveau. Et elle va créer les Lanternes Rouges. Alors, les Lanternes Rouges, c'est une association... De femmes qui est la suite de le Lotus jaune, hein, de cet endroit, et elles vont participer à cette guerre. C'est un personnage absolument incroyable, extraordinaire, vous y êtes dedans. Elle prend son destin en main, c'est plein de violence, mais elle va réussir. Enfin, elle va réussir, non, parce que ça va être un échec, hein, ça va être absolument abominable, la répression faite par les Occidentaux, et dont elle va être victime. Mais lisez ce bouquin, parce que c'est aussi la découverte d'une femme, et vous allez comprendre pourquoi la Chine... Aussi, parce que en fait, les Chinois n'ont jamais pardonné ce qui s'est passé lors de cette révolte et de la manière dont les Occidentaux ont réprimé, mais d'une façon absolument abominable. Hein. Vous savez, c'est l'histoire du film des 55 jours de Pékin, c'est le sac du palais d'été où on va tout voler, on va tout détruire, et puis Cixi va quand même revenir au pouvoir. C'est un bouquin absolument abominable, c'est abominable. Formidable, mais qui raconte cette histoire... Je pense à l'impératrice qui est absolument abominable. C'est vraiment c'est un souffle incroyable, c'est un des grands bouquins, et elle n'est pas... ça aurait pu être écrit par un C'était une prof d'histoire, elle est enseignante d'histoire. Ça aurait pu être écrit par un Chinois, parce que franchement, on a l'impression qu'elle a vécu dans ce pays, qu'elle comprend les gens, elle est psychologiquement dedans avec les personnages. C'est la découverte. Alors, cette femme, c'est incroyable, hein, incroyable. Et puis, je vous dis, si vous voulez comprendre la Chine, parce que je suis allé plusieurs fois en Chine, et on n'a pas cessé de me rappeler cette espèce ils ont envie de se venger, ils n'ont jamais oublié cet épisode, entre autres, parce qu'il y a eu plein d'autres aussi de barbarie de notre côté, hein. On n'a pas été, qu'on puisse dire, tendre. C'est un très très beau roman, c'est une très très belle saga, même si vous ne connaissez pas la Chine, vous prenez ça comme un grand livre de détente, et c'est la détente intelligente comme j'aime, c'est-à-dire qu'on découvre plein de choses en se détendant et en prenant beaucoup de plaisir. Hélène Jacobet, ça s'appelle Le Lotus jaune, c'est aux éditions Héloïse d'Ormesson.
Donc, alors j'ai l'antithèse. Oui. Le bouquin dont personne va parler. Même moi, j'aurais pas eu. Je sais pas pourquoi je l'ai pris ce bouquin. Il y a des livres comme ça. Oui, il y avait aucune chance. Je sais pas. Mais alors si, la chance c'est que c'est aux éditions Arléa et que Arléa. A priori, ils font... peut pas se tromper quand. Non, oui, parce qu'ils éditent des petites choses dont personne ne parle ou très très peu, qui passent à la trappe comme ça parce que les critiques ou les médias, bon, il leur faut plutôt du Musso et du Descoeur que ça. Et alors c'est en plus rien pour me plaire, hein, parce que la foi. Ça se passe dans une communauté religieuse. Voilà, en fait, c'est l'histoire de. C'est très bien écrit. Vous êtes dedans, vous commencez. C'est l'histoire d'une jeune femme, hein, qui s'appelle Hélène. Hélène, alors voilà, elle va dans un couvent parce qu'elle veut se ressourcer. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé quelque chose. Hein. Et puis alors là, elle vous décrit les nonnes qui sont là-dedans, enfin dans cet endroit. Et j'adorais la manière dont elle découvre ces femmes qui sont. Parce que pour moi, une nonne, c'est presque une aberration. Hein. Voilà, on n'a pas d'iPhone, on n'a pas de Starbucks, on n'a pas de voilà, tout il se passe rien, il n'y a pas de musique. Enfin bon, voilà. Et en fait, Hélène, avant, elle s'appelait Hervé. Et elle explique, alors d'une manière, mais tout en subtilité, en délicatesse et pas provocateur, comment elle s'est jamais sentie bien dans ce corps et comment elle a décidé de se faire opérer. Et la foi lui est arrivée en même temps que cette opération. Que cette transformation. Hein. Mais de ce bouquin... une fois que vous avez terminé, vous comprenez, parce qu'il y a une sérénité, il y a il y a quelque chose d'évident dans sa manière de faire, son parcours de vie, et puis ces femmes, et puis qui sont pas des femmes, on dit qu'elles n'ont pas de personnalité, mais quand elles vous les décrivent, elles ont une personnalité chacune. Et puis elles sont confrontées à elle, c'est ça, et à son histoire. Puis elles se parlent, elles racontent leur vie. Il y a une femme qui est l'abbesse, qui adore les enluminures. Il y en a une qui adore faire le jardin, qui adore jardiner. Alors là, j'ai été surpris parce que je me suis dit, c'est pas possible. Et j'ai été jusqu'au bout avec un grand plaisir. Allez-y, n'y allez pas, voilà, en disant, ça va être chiant, ça m'intéresse pas, C'est vraiment un très, très, très beau roman. C'est vraiment, j'ai retrouvé, alors c'est la caractéristique de ces éditions, la délicatesse, c'est toujours en Sylvain, vous savez, c'est toujours des livres presque de peintres à chaque fois. Ce sont des petits tableaux et qui prennent leur temps pour décrire touches avec les personnages qui sont extrêmement bien décrits. C'est vrai que c'est le point commun. C'est ça. Et puis, mais c'est impressionniste, mais c'est encore plus fort que le réalisme, quoi. C'est-à-dire qu'à travers ces petites touches, cette manière d'écrire, et Arléa nous fait redécouvrir tous ces personnages dont personne ne parle et qui sont presque à contre-temps tout en étant dans le temps. C'est vraiment magnifique. Hein. Elle écrit en plus. Très bien. C'est la qualité des Narcisses blancs, de Marie Sizun, de tous ces gens de chez Arléa. Allez-y, quand vous voyez des bouquins d'Arléa, je vous dis pas que tout est mais vous êtes garanti d'une qualité d'écriture et d'un vrai petit voyage à chaque fois. Ce sont des livres qui sont pas très épais et qui se dégustent. Absolument. Et à mon avis, immonde, et c'est un tue-l'amour. Hein. C'est-à-dire, c'est tout sombre. On voit à peine le titre. C'est vrai. Alors. Regardez bien, hein, ça s'appelle Mes sœurs n'aimaient pas les marins. Vous regardez bien le titre, c'est chez Pocket et c'est une pure merveille. On avait adoré. En fait, c'est l'histoire de cette mère c'est des marins, hein, c'est des familles de marins et c'est l'histoire de cette mère. Dureté, elle a déjà perdu son mari et son père dans des naufrages et tout, et donc elle a un fils et elle se dit. Je ne peux pas perdre elle est terrifiée, mon fils, et elle l'envoie, voilà. Et en fait, le destin, il est tel que le fils, il va être comme subjugué par la mère, comme si la mère c'était quelqu'un une croqueuse, quoi, qui arrive, qui fascine, comme vous savez ces serpents et tout. Et je vous dis pas la suite, mais c'est vraiment un magnifique bouquin sur le monde des marins, sur le monde de la mer, est absolument extraordinaire, des enfants et des hommes. Hein, bien sûr, c'est vraiment... les relations aussi, que ces femmes ont avec leurs maris ou les mères avec leurs enfants. Et alors avec cette nouvelle génération de femmes qui partent aussi maintenant en mer, et on vous sentait toute l'angoisse. Puis la fascination en même temps, c'est-à-dire que c'est je t'aime moi non plus, c'est-à-dire qu'elle sait qu'elle va. Donc elle se retire, elle a de la distance, elle essaye de mettre de la distance. C'est terrifiant, mais c'est un magnifique bouquin. Je trouve qu'il n'a pas eu le succès qu'il aurait dû avoir. Oui, absolument. Quand on voit les neuneux qu'il y a, on essaye de combattre, mais il y a un moment quand. Voilà, donc allez-y, ça s'appelle Mes sœurs n'aimaient pas les marins chez Pocket, c'est de Grégory Nicolas, et c'est une bombe d'émotion, quoi. Franchement. Et c'est bon, encore une fois, petit prix, 6 €.
prix, ouais, c'est vraiment... là, vous avez pour votre argent, contrairement à d'autres. Alors, des livres pour enfants, des encyclopédies. C'est une nouvelle édition, c'est l'histoire des filles rebelles, les 100 femmes françaises extraordinaires. Et là, vous allez découvrir des gens... aux éditions Les Arènes. Ouais, c'est des gens que je ne connaissais pas du tout, d'ailleurs, que vous n'allez jamais connaître parce que j'ai pas... Charlotte Delbo, les résistantes. Camille Dugast, pilote automobile, je ne la connaissais pas. Anita Conti, par exemple, qui est morte en 97, qui est une scientifique, c'est la première femme qui est partie en Arctique et qui a décrit ce qui passait en Arctique, mais surtout qui a commencé à dire aux pêcheurs, c'est la surpêche, vous savez, avec les grands filets, les Japonais et tout ça. Donc elle a été une... Et puis il y a Angélique de Coudray, c'est une sage-femme qui a révolutionné grâce à elle. Il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas mortes en couche parce qu'elle a transformé l'art d'apprendre ce qui était une sage-femme. Elle a fait un mannequin qu'on utilise toujours dans les salles pour enseigner. Femme. Et puis vous avez Anne de Beaumanoir, qui, alors je connaissais pas du tout, qui a été résistante et médecin. Vraiment, alors c'est fait pour les ados. Mais allez-y en tant qu'adulte parce que vous allez découvrir des personnages incroyables. Francesca Desideri, c'est une herboriste dans un petit village de Corse et elle a écrit un livre, L'Amore Piatu. Il y a plein de... il y a Colette, Georges Sand, Charlotte Pierrand, il y a des femmes que nous on connaît. Mais pour les ados, et puis même il y a plein de gens que... Louise Bourgeois... Marie Curie et le dessin est chouette parce qu'elles sont très modernes dans la façon dont elles sont. Et ça marche très bien parce que il faut que les parents fassent un peu l'effort et puis les gosses y vont en leur expliquant que l'histoire elle n'est pas faite que par des hommes, elle est faite aussi par des femmes, pas que par des femmes, par les deux, et qu'on a peut-être un peu occulté le rôle des femmes dans l'histoire et donc au lieu de s'exciter sur des choses en opposant les hommes des femmes, là c'est une bonne manière de faire découvrir aux gamins, aux jeunes garçons que la vie elle n'est pas faite que de grands marins, mais qu'il y a des femmes pirates, qu'il y a des femmes médecins. Marie Marvingt, sportive et aventurière. Je connaissais pas. Donc, non, mais c'est franchement formidable. Voilà. Et puis, encore un petit peu. Allez-y. Juste c'est Vive les femmes. Enfin, ils vont devenir Vive femmes. les filles 2024 pour celles qui seront bientôt ados. Alors, c'est plein de conseils pour dédramatiser des situations qui... J'arrête pas de me disputer avec mes copines, trouve mon loup. Voilà, les premières règles, mais aussi ce que je suis... Apprivoise ta colère. Ouais, ou ce que je suis mode addict, est-ce que c'est grave? Et là, on montre que quand on casse on met toutes les petites flèches dans les cases, là, qu'on coche toutes les cases et que c'est effrayant, on dit aux filles, non, c'est normal, il se passe, vous êtes dans la... C'est vraiment très très bien fait, et puis c'est vraiment le passage de la puberté, est-ce que moi je suis pubère, franchement c'est bien foutu. Journal intime mode d'emploi, donc Vive les filles, le guide de celles qui seront bientôt ados en 2024, c'est signé Séverine Clochard, Anne Guillard et Cécile Udrisier, et c'est paru chez Milan. Et à mon avis, c'est comme ça qu'on va changer la société, avec des livres comme ça, en montrant aux garçons, pas qu'aux filles, surtout aux garçons, que la vie, elle est faite de 2 sexes, enfin 3, même 4, voilà. Le dico écolo, alors a priori moi non mais c'est pour les enfants et c'est super bien fait parce que c'est super mignon. Raphaël Feggio, c'est à l'école des loisirs, c'est toutes les solutions pour protéger la planète, mais c'est des tout petits gestes pour les gamins, pour dire comment on protège les abeilles, comment on préserve la forêt. C'est des idées pour eux, pour leur faire prendre conscience que la planète elle est pas éternelle et c'est vraiment c'est pas du tout anxiogène et au contraire on apprend plein de choses. Et c'est surtout un bouquin dont on parle vraiment d'écologie, pas d'autre chose. Absolument, Dico écolo, donc il s'appelle Raphaël Feggio et c'est à l'école des loisirs. Et je trouve que c'est ce genre de petits bouquins qui vont faire plus que des grands discours. Donc, c'est des petits dinosaures, des petits dinosaures qui parlent, très bien. Juste pour terminer, le mystérieux géant, c'est Palmita de Lorenzo Coltellacci et de Lorenzo Sangio. Alors regardez-nous sur le podcast parce que c'est l'histoire d'un géant qui fait plein de choses, il se passe plein de choses dans un village. Ouais, les illustrations c'est absolument je vais pas vous spoiler l'histoire, mais les gens vont commencer à regarder ce qui se passe dans leur village parce que qu'est-ce que c'est que ce géant il entasse il est mignon comme tout, il entasse les chaises, mais pourquoi il entasse les chaises sur la place? Il s'amuse en fait. Ah oui, absolument. Non, c'est très joli, c'est les couleurs, moi j'adore les couleurs. C'est très beau. Alors c'est très dur de faire ça à la radio, mais si vous avez des podcasts, vous regardez cet album. C'est très poétique et en même temps pas neuneux, comme vous diriez. Non, c'est un très beau bleu. C'est très joli. Le mystérieux géant Lorenzo
Coltellacci et Lorenzo Sangio, et c'est chez Palmita, et c'est c'est l'histoire de ce mystérieux géant qui vient faire la pagaille dans les villages. Voilà, j'espère qu'on vous a donné plein d'idées. Allez acheter des livres, plein de bonnes choses. Sortez des sentiers battus, d'une manière générale dans la vie, mais encore plus pour les livres. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.